Charles Dany, vice-président régional chez Fidelity Investments. Bienvenue, bon matin à tout le monde. Je suis en compagnie du gestionnaire de portefeuille Maxime Lemieux, un vétéran qui a presque 30 ans. Cet été, il va avoir 30 ans d'expérience chez Fidelity Investments, gestionnaire de portefeuille de Frontière-Nord. Max, merci d'être avec nous. On s'appelle Max. Max et Charles, oui, évidemment. Oui. Charlie. Bon matin à toi. Tu as vu plusieurs cycles à travers ta carrière de gestionnaire de portefeuille. On dirait que c'est tout le temps un petit peu différent. Est-ce que tu pourrais nous parler du contexte dans lequel tu évolues présentement, puis tes réflexions macro là, pour qu'on puisse commencer la conversation? Oui. Bon matin à tous. Écoutez, l'histoire se répète jamais exactement de la même façon, mais ça rime bien souvent. Évidemment, depuis le début de l'année, si on fait une rétrospective très rapide, on évolue dans un contexte où il y a de l'inflation créée sur les ressources primaires et surtout l'énergie fossile due à ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, ce conflit-là s'il continue à perdurer, peut avoir un effet important, surtout en Europe, parce que l'Europe s'approvisionne énormément de gaz naturel, de pétrole en provenance du Moyen-Orient, mais pensez à la Chine, qui achetait beaucoup de produits aussi de l'Iran à escompte. Alors, tout ce qu'on voit en Chine, là, la pétrochimie, tout ça, c'est des hausses de toutes sortes de produits qui peuvent se retrouver, par exemple, chez Dollarama. On les nomme, là, c'est infini, mais c'est des hausses entre 10, 20, 25 %. Donc, il y a un horizon de temps ici qui est important, qu'il faut considérer. Je n'ai pas une boule de cristal, mais ça, c'est le contexte actuel, global, où on parle toujours d'une globalisation qui est à risque, qui est du moins en mode plutôt plateau, hein, ou qui est en train de s'effriter du moins. Et ça, c'est quelque chose qui avait été amorcé dans le passé, on en a discuté. Je pense que l'invasion des Russes en Ukraine avait été, si on veut, un point d'inflexion aussi par rapport à ce qui se passe avec les blocs géopolitiques. Donc ça, je pense que c'est un élément très important. Mais le deuxième élément, qui est absolument exceptionnel et qui, là, vient vraiment toucher un peu ce que j'ai vu lors de la bulle techno 98 jusqu'à 2001, c'est ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment dans l'intelligence artificielle. Et c'est que ça touche énormément de secteurs. Parce que construire des centres de données, bien, ça vient chercher plein de corps de métier traditionnels. Donc, c'est de la construction, c'est de la préparation, c'est de l'ingénierie. Et après ça, on se rend comment on meuble ces fameux entrepôts-là avec justement des chips, des semi-conducteurs. Et là, on voit toute la chaîne qui est en train de profiter de cette manne d'investissement de la part des gros joueurs, que ce soit Google, Meta, Amazon, Microsoft, Oracle. Donc, c'est énormément d'investissement et ça fait boule de neige, si tu veux, dans toute la chaîne d'approvisionnement. Et ça crée aussi de l'inflation parce que des plombiers, des électriciens, il y a un nombre limité, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et puis, quand il y a trop de demandes, bien, qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est des hausses de salaire qui sont importantes. Donc, c'est de l'inflation. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller beaucoup aussi, même si on n'a pas connu officiellement de récession là, depuis 2008. Hein? Il y a eu une brève récession COVID là, qui a duré peut-être 3 mois. Mais les taux, étant donné qu'ils ont été coupés à 0 % très rapidement, bien, ça permet de réaccélérer l'économie. Mais ça, les taux d'intérêt, il faut continuer à surveiller ce qui va se passer. Parce qu'aux États-Unis, les 10 ans sont presque à 4,5 %. Ils se promènent toujours dans une espèce de fourchette, hein, entre 4,5 et puis 3,75 depuis quelques années. Donc, il y a comme peut-être une nouvelle forme de normale qui s'est installée aux États-Unis. Les 30 ans sont rendus à 5 % en date de ce matin, mais ça fait en sorte que tout ce qui est immobilier, tout ce qui est construction, tout ça aux États-Unis, bien, ça ne redémarre pas comme dans les cycles précédents. Donc, peut-être qu'on est dans une nouvelle forme d'économie, je stipule, là, où les cycles ne seront plus, bien, c'est ce qu'on voit en fait, les cycles ne sont plus vraiment les mêmes, s'il y a encore des cycles. Je pense qu'il y a beaucoup de rotation dans certains secteurs, on voit des faiblesses dans un secteur, puis d'autres secteurs qui reprennent la relève. Mais je pense que c'est un contexte où c'est 2 éléments majeurs qui arrivent en même temps. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'était là depuis quelques années, mais c'est qu'elle continue à croître de façon exponentielle. Puis on a toujours l'ardeur au travail. Je peux vous assurer que toute l'équipe travaille d'arrache-pied, puis essayer d'adapter notre façon de penser. Je veux mentionner une autre chose, Charles, avant qu'on parle du marché canadien, qui est quand même très important, puis je reste quand même constructif à long terme.
même s'il y a toujours un risque de voir comment l'épisode du libre-échange va être renouvelé ou se dénouer en fait en juillet. Mais l'autre élément qui est très important et qui, je crois, est en partie dû aussi à l'intelligence artificielle, mais aussi en partie dû au fait que c'est une continuité de ce qu'on a vu au début de la COVID, c'est-à-dire l'importance des nouveaux participants dans le marché boursier. J'ai souvent mentionné que les investisseurs au détail représentaient lors d'une bulle à peu près 20 du trading aux États-Unis. C'est ce qu'on avait vu durant la bulle tech 2000. C'est ce qu'on a vu durant la COVID. En fait, COVID, ça avait touché même 22 du trading. Je n'ai pas de chiffres officiels, mais je lisais un économiste qui est quand même assez réputé, qui publie une colonne à chaque semaine dans le Financial Times, et puis quelqu'un qui travaille à New York, j'ai oublié pour quel institut, mais qui, selon ces chiffres, le retail aux États-Unis, le détail représenterait peut-être jusqu'à 35 %. Qu'est-ce que ça veut dire, le retail? Bien, ce sont des particuliers. Des particuliers. Ça peut être un milliardaire qui travaille de chez oui. lui ou qui fait ses propres trucs, mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des institutionnels. OK. Comme nous, ou comme Capital Group, Wellington, peu importe, on les nomme, là, McKinsey ici au Canada. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est très important. Si c'est vraiment, parce qu'entre 20 et 35 il y a une marge. C'est de l'euphorie. L'autre personne, j'ai oublié le nom, c'était le chef au niveau des actions chez Citadel. Citadel, vous savez qu'il y a un hedge fund qui est un grand succès aux États-Unis, mais ils ont aussi une partie marché des capitaux, une firme de courtage, si on veut, qui est très spécialisée, mais qui voit jusqu'à 25 des flux boursiers au quotidien. Donc, ils ont une photo, une image, une représentation de ce qui se passe en temps réel. Et ce type-là disait que on ne peut plus se fier aux données traditionnelles, aux statistiques traditionnelles pour mesurer l'impact des plus petits investisseurs. Puis qu'en fait, c'est beaucoup plus euphorique qu'on le croirait si on lit juste les statistiques habituelles, si on utilise les mêmes critères de mesure. Donc, je pense que ça, c'est important aussi à saisir parce que c'est plus nécessairement nous qui sommes en charge des évaluations ou des comportements de certains titres à court terme. Donc, il faut, je pense, modifier notre façon d'investir plus pour le long terme. Puis ça, on en parle, c'est pas la première fois que je le mentionne. Parce que, comme Warren Buffett disait, basé sur son mentor Benjamin Graham, qui disait qu'à court terme, le marché, c'est basé sur le sentiment. On vote. Mais qu'à long terme, c'est une balance. Hein? Il y aura un équilibre. On va retrouver la valeur réelle d'un titre. Là, on est dans le vote, là, présentement. Bien, présentement, c'est assez exceptionnel. Mais je veux quand même rappeler aux gens que la bulle tech de 2000, elle a éclaté, effectivement. Et c'était basé sur des taux d'intérêt qui avaient augmenté à un point tel que les compagnies de téléphone ne pouvaient plus emprunter. Le problème ici, la différence, les hyperscalers dont j'ai mentionné tout à l'heure, ils produisent quand même beaucoup de free cash flow. Même si maintenant, ils ont doublé l'intensité des investissements, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, ils étaient à 4,5 de leurs revenus. Maintenant, ça a augmenté à 9 de leurs revenus qui sont redéployés dans justement des centres de données, investissements, semi-conducteurs, etc. Leurs cash flows ont diminué, mais ça reste des compagnies très profitables, on vient de le voir. Mais tant qu'ils ont ce cash flow-là, ils peuvent continuer à investir. Je vais vous donner une statistique aussi qui est impressionnante. J'ai validé avec mon analyste en techno ce matin. Toutes les compagnies de logiciels reliées à l'entreprise aux États-Unis, là, même dans le monde, c'est à peu près une tarte de 300 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en ce moment, là, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est consommée avec les programmeurs. Je veux dire, c'est très différent d'acheter juste un petit cellulaire en 99-2000 puis d'avoir un forfait Internet à 20 $ par mois. C'est pas la même chose. Mais c'est 300 milliards. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, j'ai mentionné que ces deux entreprises-là sont à 70 milliards. Si ce sont eux là, qui s'adressent vraiment à l'entreprise. Mais après ça, c'est tout le domaine des cols blancs, du savoir. Écoutez, c'est entre 30 et 50 trillions. Donc, c'est 30 000 milliards à 50 000 milliards. C'est énorme. Ce que je veux dire, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça ne sera sûrement pas le même pourcentage de pénétration qu'auprès des programmeurs. Parce que eux, clairement, pour l'instant, la mathématique démontre que ça ajoute beaucoup. Oui, on recherche moins de programmeurs, ils sont plus productifs, mais ça rajoute. Quand tu mets un agent qui travaille 24 heures sur 7,
Probablement que peut-être qu'éventuellement, là, dans quelques sessions, je vais te revenir et je vais te dire j'ai 10 analystes juniors invisibles qui travaillent pour moi. Ça roule, ça consomme. Mais si les taux d'intérêt se mettent à augmenter plus, bien, ces entreprises-là qui empruntent un peu pour financer ces investissements en immobilisation, ça va peut-être changer un peu le sentiment. Puis peut-être qu'il y aura une pause. Ça serait quand même farfelu de croire que des augmentations hyperboliques, exponentielles comme on vient de vivre, que ça va continuer ad vitam aeternam. Les compagnies de semi-conducteurs, même si elles sont pleinement, même si elles roulent à 100 puis là, on est rendu à la fin là, de la chaîne. Là. On est rendu dans les entreprises de semi-conducteurs analogues, là, ce qui était considéré comme les chips à 5 là, je veux dire, c'est dans les voitures, etc. Mais là, c'est rendu que le crunch, c'est rendu dans cet espace-là. Je vous donne un exemple, sans nommer le nom de la compagnie, mais cet automne, j'ai acheté une entreprise de semi-conducteurs analogues européenne. Ben, écoutez, ils ont rapporté très bons chiffres récemment. Le titre a doublé. 4 mois. Je veux dire, oui, le profit augmente, mais les évaluations sont en train d'augmenter aussi. Si on regarde les évaluations dans leur ensemble, c'est pas exagéré sur les indices, mais il faut surveiller titre par titre. Et la volatilité du marché souvent masque des volatilités beaucoup plus importantes au niveau des titres individuels. Et puis si on l'a vu, la dispersion qu'on a vue là, dans les compagnies qui ont rapporté dans les derniers 3-4 semaines, dans les dernières 3-4 semaines, c'est faramineux de voir même des titres, par exemple, qui vont rater à peine leurs chiffres ou qui vont à peine battre leurs chiffres. On va voir des mouvements quotidiens lors des journées des résultats entre 10 et 20 % J'ai jamais vu une telle amplitude dans ma carrière. Et ça d'après moi, c'est l'impact justement de la structure du marché qui a changé avec plus d'investisseurs au détail, vont suivre les influenceurs. C'est sûr qu'ils utilisent déjà de l'intelligence artificielle. D'autres joueurs aussi, se rappeler qu'il y a moins d'entreprises comme nous qui ont les moyens d'avoir leur propre recherche à l'interne. Et je pense qu'il y a des firmes qui sont peut-être plus quantitatives, qui vont également utiliser la recherche de la rue, des grandes banques, ils vont mettre ça dans leur modèle. Ils vont mettre un petit API qui est relié à leur modèle quantitatif. Il n'y a pas un danger que tout le monde ait la même recherche. Ben, exactement. Mais éventuellement, se rappeler encore ici ce qui s'est passé en 2008. Je me souviens, là, on était à Boston à l'époque, Charles. Combien de gens qui quittaient un hedge fund pour aller dans un autre hedge fund, pour ensuite aller chercher un plus gros bonus dans le hedge fund jusqu'à Z. Ils se déplaçaient tout le temps en apportant leur propre modèle quantitatif. Tout le monde avait le même modèle quantitatif. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Puis aucune liquidité. Tout le monde avait les mêmes titres. Et donc, il y a une possibilité réelle, comme tu dis, que ça peut se finir comme ça. Ou bien, les modèles d'Anthropic et autres, ben, ils sont renouvelés aussi à chaque année. Il y a un coût à ça, mais les gens qui souscrivent, qui ont des abonnements, ben, ils vont peut-être modifier. Mais éventuellement, c'est qui peut payer plus pour l'avoir plus rapidement. Puis éventuellement, ben, je ne sais pas à quelle vitesse tout ça va se renouveler. Mais c'est juste que c'est un élément de fluctuation qui est nettement amplifié et souvent, on assiste à des réactions qui ne font pas de sens par rapport à ce que nous, comment on a appris à investir. Puis en fait, c'était comme ça que le monde investissait depuis des années. En fait, c'est que le monde institutionnel se basait souvent comme ce qui se passait au niveau du détail des particuliers. C'était un peu, on se basait sur le fait que ces gens-là n'avaient pas accès à autant d'informations. Évidemment, depuis la fin de la bulle tech, les nouvelles réglementations américaines, graduellement, ça a été la démocratisation pour les plus petits investisseurs. Mais bon, maintenant, les gens ont accès à peu près à toutes les mêmes sources d'informations. Ce qui nous reste, dans notre cas, c'est d'avoir de l'expérience. L'expérience de marché, avoir accès au management, pouvoir poser plus de questions. Ça ne veut pas dire qu'on aura des... Le management ne peut pas nous en dire plus d'un point de vue factuel. Mais tout ça fait en sorte que plus que jamais, je crois encore au long terme à la valeur ajoutée de ce qu'on peut apporter. Mais à court terme, nul doute que c'est quand même plus difficile de faire face, si on veut, à trois... En ce moment, là, c'est comme si on avait le vent en face de nous, là, à pleine vitesse. Là. Mais les excès retail ne sont pas toujours d'un côté. C'est pas à sens unique. Des fois, il y a des excès retail
Ça va pas toujours vers la droite. Absolument. Des fois, ça peut aller vers la gauche. Mais Marc, je te ramène. Fait que là, tu Oui. as l'air à dire un peu sceptique de la capacité des baisses des taux d'intérêt à cause d'une inflation qui semble là. Si je te ramène au Canada, puis on jase un petit peu du Canada, Oui. taux de chômage presque à 7, 6,9. Oui. Absolument. Là, ça s'en vient peut-être un petit peu plus compliqué ou est-ce que... Puis j'aimerais ça qu'on ait le temps, Oui. temps file, mais il faut parler du portefeuille aussi. Absolument. Comment Oui. est-ce que tu es diversifié? Oui. Mais taux de chômage presque à 7. Écoutez, c'est sûr qu'en ce moment, on en a parlé la dernière fois, le Canada est vraiment dans une position privilégiée de par nos ressources, mais aussi de par notre... comment dire? On a quand même une économie très diversifiée. Évidemment, dans l'industriel, je pense qu'on va assister à une renaissance d'une certaine façon. Faut pas non plus, on parle d'énergie, on parle de métaux, métaux rares aussi. Hein? Il y a des compagnies canadiennes qui se sont démarquées. Il y en a une dans le portefeuille qui, je détenais depuis des années, qui finalement a triplé depuis peut-être un an et demi. Mais bon, ça démontre que des fois, il faut être patient. Mais tout ça, c'est sûr qu'on parle énormément au Canada en ce moment. Là. Les gouvernements sont très actifs. Beaucoup d'entretiens avec d'autres gouvernements, pays étrangers, beaucoup de voyages en Europe, évidemment. Puis on a vu des ententes. Hein? On a vu Bombardier, par exemple, signer une entente avec la Suède, des pays scandinaves pour leur avion de surveillance. On a vu, par exemple, Air Asia signer un gros contrat avec Airbus pour le C-Series ici, produit à Montréal. On commence. Le gouvernement Carney qui modifie les lois, qui apporte des changements pour justement... si on veut, faciliter la rapidité auquel on peut aller de l'avant avec certains projets. Évidemment, tout ce qui est énergie fossile, c'est sûr que c'est plus sensible. Cela dit, on a de l'énergie gaz naturel, qui est un pont par rapport à la tendance environnementale, d'avoir une économie plus verte. On verra s'il y aura un oléoduc pour exporter beaucoup plus de pétrole. C'est quand même très dispendieux, c'est entre 30 et 50 milliards. Par contre, se rappeler que juste avec les possibilités d'extension du réseau actuel, sur les prochaines années, la capacité d'exportation du Canada va pouvoir quand même augmenter de 500 à 700 000 barils, je crois, par jour. C'est quand même beaucoup parce qu'on est à peu près à 4 millions de barils. Donc, c'est pas mauvais. Puis c'est des investissements plus marginaux, si on veut, qui coûtent moins cher d'un seul coup, plus facile à adopter. LNG, tu sais, je veux dire, il va y avoir 2 autres terminaux jusqu'en 2030, on va en exporter plus. Mais c'est sûr qu'à court terme, il faut voir ces projets-là commencer à se développer sur le terrain. Tu sais, le nucléaire en Ontario, on en parle, ça tire à sa fin, l'appel d'offres, etc. Mais c'est pas encore... Les gens ne peuvent pas le sentir, c'est pas encore palpable dans la rue. C'est pour ça qu'on est à un taux de chômage de 6,9 %. Les nouveaux tarifs imposés par Washington, ça commence à faire mal les petites et moyennes entreprises. On ne le voit pas encore vraiment auprès des banques. On sait que les banques, depuis 2008, sont beaucoup plus frileuses ou du moins gèrent le risque de façon beaucoup plus conservateur. Donc, ça fait en sorte que les banques canadiennes s'en sont très bien tirées depuis le début. Mais c'est tout à fait véridique, factuel, de dire qu'il faut surveiller de près ce qui se passe en ce moment. Ce qui va se passer en juillet avec le libre-échange, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait dans un fonds? On a un fonds diversifié. Hein? Ce n'est pas un fonds qui est composé à 100% d'entreprises industrielles canadiennes qui exportent aux États-Unis. OK? Ben, ça, c'est la pire chose qu'on peut détenir en ce moment. Je veux dire, il y a une place pour ça, mais il faut que ça soit mitigé par une vue d'ensemble, une diversification du risque. Je peux juste imaginer de ce temps-ci, quand tu regardes un stock, là, de où proviennent les revenus, Absolument. où proviennent les profits, comment ça pourrait être, comme il y en a des colonnes, là, mais Oui. ça doit être une que tu regardes Absolument. encore plus. Absolument. Non, mais... Je t'ai arrêté dans Oui. ton portefeuille. Oui, mais écoutez, alors ce que je veux vous dire, c'est que c'est certain qu'on a bénéficié quand même. Là, il y a des titres canadiens qui ont extrêmement bien performé là, depuis le début de tout ça, là, depuis le premier lundi de février l'an dernier. Hein, c'est là où ça avait débuté, je me souviens. On a même fait, je pense, une petite capsule vidéo. Donc ça, je pense que il faut faire attention aussi de ne pas oublier quelle est l'évaluation, quel est le potentiel d'augmentation à la hausse à long terme versus quel est le potentiel de baisse si jamais une entreprise ne peut plus bénéficier des protections du libre-échange. Écoutez, tout ce qu'on entend, là, on n'a aucun... Moi, Fidélité n'a pas un téléphone rouge à Washington, à ce que je sache. En tout cas,
n'est pas dans mon bureau. Mais ce que je veux dire, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une volonté quand même de vouloir conclure un renouvellement. Mais je pense qu'il ne faudrait pas minimiser certaines demandes du gouvernement américain. Que ce soit peut-être dans l'industrie laitière, forestière, peu importe. Je ne sais pas comment tout ça va se jouer à la fin. Et puis je pense que ça va être une discussion qui va peut-être être un petit peu plus ardue que ce qu'on pensait il y a quelques mois. Mais comme je vous dis, je me base sur des articles de journaux, sur des connaissances, des discussions. Mais ça, c'est important. Mais c'est certain que j'ai peut-être diminué, par contre, certaines positions si ce sont des entreprises qui peuvent être plus impactées que d'autres par rapport au libre-échange. Juste afin de mieux contrôler le risque. Et puis si jamais... Ça, on dirait que les gens de ce temps-ci, la gestion de risque semble avoir pris, je ne veux pas dire qu'elle est plus importante, mais toi, tu as l'air... On est sur la banquette arrière. peut-être même dans le coffre, parce que la réalité, c'est que quand tout le monde charle, tout le monde, je veux dire, les anecdotes que j'entends d'amis qui... puis ça, je ne vais même pas sur Internet, là, je ne vais pas sur Twitter, etc. Mais la réalité, c'est que quand je parlais de la démocratisation du monde de l'investissement, il n'y a plus aucun coût à transiger. Les connaissances qui sont gratuites, le nombre de recherches disponibles sur les plateformes, médias sociaux, influenceurs, l'usage du risque, c'est-à-dire les options. Il y en avait très peu utilisés par les particuliers là, en 99-2000. Maintenant, c'est courant. Ouais. Donc, ce que je veux dire, le coût de la vie, pas oublier, le coût de la nourriture a augmenté depuis COVID de 50 %. Le coût du logement aux États-Unis n'a pas diminué. Nulle part ailleurs, en fait, en Occident. Ce que je veux dire, c'est que pour les gens, afin d'arriver, peut-être qu'il y en a, au lieu d'acheter un billet de loto, se sont mis à continuer dans la bourse. Puis le fait qu'il n'y a jamais vraiment de nettoyage ou de récession, le fait que la Fed, par exemple, qui est plus en mode, qui est en mode quasi de quant easing à nouveau. Donc, ça rajoute la liquidité. Je ne sais pas, le nouveau Fed Chairman, qu'est-ce qu'il va faire exactement, mais tout le monde s'attend à ce qu'il soit un peu plus, on va dire, un dauphin, là, qui va être moins sévère. On verra bien comment tout ça va jouer, parce que les données sur l'inflation sont quand même présentes. Mais je pense que tant qu'il n'y a pas d'accident dans le monde financier, je pense que cette tendance-là risque de persister peut-être plus longtemps qu'on pense. Tout comme l'intelligence artificielle, sûrement qu'il y aura une correction éventuellement, basée sur ce qu'on a discuté tout à l'heure. Mais il y aura une phase 2 aussi à ça, puis ça prendra un nouvel élan. Donc, je pense que c'est des tendances de fond avec lesquelles on va devoir conjuguer pour plus longtemps qu'on pense. Mais il faut se préparer, comme tu dis, en tout temps, à un éventuel repli, parce que c'est comme je disais, c'est l'euphorie. As-tu un commentaire, toi, sur la gestion de risque? Tu en as parlé brièvement, là, mais écoutez, toi, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as plus peur de perdre de l'argent ou tu as peur de manquer l'upswing du marché? J'essaie d'avoir une vue d'ensemble. Et puis je vois ça comme un méga casse-tête, puis de me dire, si tel morceau se rajoute aujourd'hui, comment je modifie la composition du portefeuille? Puis on s'entend, c'est des entreprises qui sont là pour le long terme. Les rotations dans le portefeuille n'ont pas tant augmenté. Je veux dire, la réalité, c'est étant donné qu'il n'y a pas de récession, c'est rare qu'on a à tout modifier le portefeuille d'un point de vue sectoriel. Donc, mais la réalité, c'est que pour moi, ça a toujours été important, lorsqu'il y a des replis dans le marché, vraiment de protéger à la baisse les épargnes des investisseurs, incluant mes propres épargnes. Mais je veux dire, ça a toujours fait partie de la philosophie de placement. Donc ça, c'est important. Puis quand un secteur représente un trop grand pourcentage du fonds, quand on est rendu en haut de 20 %, on fait attention. Là. Je veux dire, c'est pas une C'est règle facile fixe. au Canada d'être en haut de ça. Ça peut être 22 %, là, oui. mais on se rappelle la bulle des commodités entre 2002 et 2008, dû à la demande chinoise. Bien, le pétrole avait augmenté énormément, à un point tel où ça représentait 35-36 % du TSX. Je pense qu'on était à 24 % au maximum. Là. Puis c'est pas qu'on n'était pas positif, constructif sur le prix du pétrole, mais il y a une chose dont je me souviens. Je ne croyais pas à l'époque que ça allait être un peak oil, là, on n'allait plus jamais revenir vers le bas. Puis évidemment, on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc je pense que la gestion du risque a encore sa place, et encore plus quand on assiste à des nouveaux records au quotidien quasiment. Puis se rappeler que concentration de marché, souvent les gens parlent de la concentration du marché
c'est pas si important que ça. On l'a vu dans les chemins de fer fin des années 1800 aux États-Unis. Il y a eu le Nifty 50, il y a eu 3-4 autres phases là, où une concentration importante du S&P 500. Mais en termes de concentration des profits produits par les 10 plus grandes entreprises aux États-Unis, c'est un record. Là. On est à 34 des profits du S&P 500 produits par 10 compagnies. Les 490 autres ont à peine 70 %. Exactement. C'était à l'époque, écoutez, le chiffre, là, c'était 2006. Je pense qu'on était d'habitude là, dans les 20 On est rendu à 34 Donc, c'est incroyable. C'est une renaissance exceptionnelle. Puis, est-ce que ça sera juste un cycle? Ça, l'avenir va nous le dire. Mais je pense que bien cerner le risque et puis être à l'affût aussi des prochaines entreprises. Comme je disais, le Canada est quand même diversifié. Ce n'est pas seulement des ressources. Il y a de l'aérospatial, il y a de la technologie. Donc, je pense qu'il y a plein de raisons pour rester constructif sur le marché canadien. C'est tout simplement de réaliser qu'en ce moment, on est peut-être dans une fenêtre ou une ligne de temps là, pour les prochains mois où c'est peut-être un petit peu plus... un petit peu plus mitigé en termes de potentiel. Se rappeler aussi le cuivre qui atteint un nouveau sommet hier. L'argent se déplace tellement vite. Se rappeler que les nouveaux blocs géopolitiques vont vouloir conserver toutes les ressources pour eux-mêmes. Donc, ça rajoute de l'inflation. Le onshoring aux États-Unis continue, en Occident. C'est des phénomènes qu'on n'a pas vus depuis des décennies. Là. Je veux dire, c'est bien avant toi et moi, avant nos naissances respectives. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnés. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!